Je pense qu'on va donner le top départ. Merci pour cette conférence ce soir qui porte sur les responsabilités et la posture du manager. Donc peut-être si vous permettez, Jean-Luc, quelques petits mots d'introduction vous concernant, et puis après je vous passerai la main. Ok. Les étudiants ont plutôt l'habitude de ce type de conférence. Donc, je vous salue tous autant que vous êtes, chers étudiants. On est ravis de vous retrouver. On espère que vous vous portez bien dans ce contexte où vous nous manquez beaucoup à Paris School of Business. Et du coup, ces conférences, c'est aussi un moyen de se retrouver et d'échanger autour de thématiques qui ont vocation à vous servir dans votre vie d'étudiant aujourd'hui, mais aussi dans votre posture de manager demain quand vous serez en entreprise, ou peut-être déjà pour certains d'entre vous qui seraient potentiellement déjà sur des rythmes alternants. Alors Jean-Luc, je me permets une petite introduction vous concernant. Donc vous avez plus de 20 ans d'expérience dans une filiale française d'un géant de l'agroalimentaire que vous nous expliquerez, que vous nous direz peut-être un petit peu après quel a été votre cheminement. Vous avez occupé différentes fonctions avec des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'aux deux dernières en tant que directeur supply chain et directeur customer service. Une forte appétence pour l'humain pendant tout votre parcours, et c'est ce qui explique aussi finalement la continuité de votre parcours sous la forme aujourd'hui une deuxième vie, enfin ce que vous qualifiez de deuxième vie professionnelle, qui est plutôt aujourd'hui dédiée au coaching professionnel dans les entreprises, donc une bonne connaissance des entreprises et des managers. Et vous travaillez notamment à aider, à permettre à des personnes ou à des équipes à passer des caps, à passer des moments forts dans leur vie de manager. Et puis, vous intervenez aussi sur une plateforme que certains étudiants connaissent, mais peut-être pas tous. Et du coup, c'est l'occasion pour moi aussi de vous en parler. Chers étudiants, vous intervenez sur une plateforme qui s'appelle My Job Glasses, qui met en connexion des étudiants avec des professionnels, tout simplement pour parler de leur parcours, de leur métier, et aider les étudiants à construire leur trajectoire professionnelle. Donc, pour les étudiants, je vous remettrai le lien de la plateforme dans le chat. Et puis, ce qu'on fait, c'est que, Jean-Luc, je vous laisse la parole, et ensuite, on ouvrira le chat pour que les étudiants puissent poser des questions s'ils le souhaitent, si cela vous convient. Super, merci Eger. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes plus de 200. Écoutez, c'est génial. Je ne pensais pas avoir ce public devant moi et j'en suis ravi. Donc oui, donc je fus directeur supply chain, je fus directeur customer service. Donc Eger n'a pas cité le nom de l'entreprise parce que je lui avais pas dit. Donc je vais vous le citer aujourd'hui. L'entreprise c'est toujours d'ailleurs, elle existe toujours. PepsiCo, PepsiCo que vous connaissez tous, j'imagine, par la marque Pepsi, mais PepsiCo aussi, ça c'est peut-être moins connu, a aussi d'autres catégories de produits qui sont notamment toute la partie épicerie, notamment des marques assez connues qui sont les marques Lay's, notamment les marques Doritos, les marques Quaker par exemple, et intervient aussi sur donc les boissons ambiantes, et notamment Pepsi, je vous l'ai dit, mais des marques comme 7-Up ou des marques comme Lipton Ice Tea, et intervient aussi sur un marché spécifique qui sont les produits frais et les jus de fruits frais à la marque Tropicana. Donc je pense que Tropicana a suffisamment de notoriété pour que la majorité de vous l'ayez au moins dégusté une fois dans sa vie. Et moi, j'étais directeur supply chain de cette catégorie des jus de fruits frais à la marque Tropicana. C'était à peu près PepsiCo quand j'en suis parti, parce que j'en suis parti en 2017. PepsiCo faisait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la France, puisque moi j'étais dans le périmètre français. Et les jus de fruits à la marque Tropicana représentaient à peu près un tiers du chiffre d'affaires, mais peut-être quelque chose comme 40 à 45% du profit de la boîte. Donc j'avais en responsabilité quand même, en tout cas au niveau supply chain, j'avais en responsabilité, on va dire, 40 à 45% du profit. Donc voilà, rapidement présenté pour aller un petit peu plus loin. Alors pourquoi je suis avec vous aujourd'hui? Parce que déjà, d'une part, Madame Gaptelli m'a invité, mais d'autre part aussi, comme elle l'a dit,
Je suis régulièrement en contact avec des étudiants alors d'autres écoles, de PSB peut-être, j'en ai eu pas mal, à travers cette plateforme MyJobGassis qui met en contact donc des étudiants qui sont un petit peu dans le, je dirais, dans la réflexion et qui ont envie de partager avec des professionnels. Et au gré de ces différents contacts que j'ai pu avoir, je me suis aperçu que globalement, je dirais, le manager en lui-même, cette bête-là, ce manager, était assez mal connu par les étudiants que j'avais en ligne. Et surtout, il s'imaginait des choses ou au contraire, il ne s'imaginait rien sur le rôle du manager. Et ça m'a donné l'envie, quelque part, d'animer cette conférence qui aura pour but de vous présenter ce que c'est que ce qu'est le manager dans une entreprise. C'est aussi, je pense, aussi important pour vous parce que cette compréhension un petit peu ce rôle de manager va pouvoir aussi vous guider dans votre future vie professionnelle, que ça soit dans le cadre de stage, que ça soit dans le cadre d'alternance, et voire même pour votre premier emploi. Il me paraît important que vous, quelque part, que vous vous familiarisiez, si je peux dire, avec ce qu'est un manager dans l'entreprise. Pourquoi je suis là aussi? Parce que j'ai une profonde envie de transmettre. J'ai eu votre âge il y a maintenant 30 ans et c'est vrai que si j'avais pu avoir le loisir d'assister à ce type de conférence, probablement que ça aurait facilité en tout cas les premières années de ma vie professionnelle. Et c'est bien pour cette raison-là que j'ai aussi envie de transmettre à vous, des jeunes adultes, des étudiants, des managers en devenir, pour une fois de plus vous permettre peut-être d'appréhender un peu mieux ce que c'est qu'un manager en entreprise. Et puis enfin, je dirais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir au travers de la présentation que je vais évoquer avec vous notamment ce qu'est la posture d'un manager. Et ça me fait penser aussi à vous, étudiants, qui avez probablement des responsabilités associatives dans votre école ou ailleurs, d'ailleurs, et qui de ce fait fonctionnez en équipe. Et vous verrez quelque part que ce que je vais évoquer aujourd'hui, finalement, ça peut aussi vous correspondre dans vos responsabilités, dans les différentes associations où vous prenez part. Donc voilà les raisons de ma présence aujourd'hui. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai préparé quelques slides. Bon, j'avais pas saisi et que c'était pas possible de faire des animations dans un outil de visio. Donc je suis un peu pris au dépourvu parce que j'avais prévu pas mal d'animes que je ne pourrais pas faire, mais c'est pas grave. Alors, Jean-Luc, Aussi, oui. si vous permettez, le chat est ouvert, donc les étudiants peuvent interagir. Moi, je me ferai le relais des questions si vous le souhaitez ou des interrogations pour que ce soit un peu plus dynamique. Ok, ça marche, pas de souci. Vous êtes donc mon bras armé sur le chat, c'est super. Merci. Exactement. Merci. Donc, nonobstant ça, j'avais quand même prévu quelques animations et dont je vais me passer. Vous voyez sur ce premier slide, en bas à droite, il y a une image d'une bête avec laquelle on est familière. Ah, si vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Voilà, cette image du virus, parce que vous verrez aussi dans ma conférence, je vais aborder un peu les situations un peu compliquées dans les entreprises. Et bien évidemment, l'actualité du moment depuis déjà un grand nombre de mois, c'est ce Covid, qui bien sûr est avant tout un drame humain. J'ai encore vu hier, je crois, que l'on a dépassé le nombre de 50 000 décès en France, donc c'est avant tout un drame humain, mais c'est aussi un gros facteur de désorganisation et de tension dans les entreprises, et c'est bien pour cette raison-là que j'ai mis cette petite image sur ce premier slide. Je vous propose de poursuivre. Alors, j'avais prévu de vous demander, de vous inviter à l'ouverture des caméras, mais j'ai compris que c'était compliqué, surtout vu le nombre auquel vous êtes. Je vois 233. Donc, évidemment, il n'y aura pas de caméra. Par contre, effectivement, je vous demande de l'écoute parce que on va essayer de se placer là, dans l'heure qui vient, dans l'environnement d'une entreprise et bien évidemment, pardon, dans une entreprise, on se respecte, on s'écoute et on communique. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de vous encourager à l'écoute, bien sûr, à l'interactivité, à la participation et en tout cas, ayez je dirais, le courage. Parfois, c'est pas évident
de poser les questions, alors soit pendant la conférence, soit après. Je laisserai Madame Gaptelli piloter le truc, mais en tout cas, je vous invite vraiment à poser des questions et vous verrez moi-même, je vous poserai à quelques instants de la conférence certaines questions. Donc, on va commencer, si vous voulez bien. Donc, on va arriver à la slide 3. Et c'est là où mon animation commence à prendre du plomb dans l'aile. Je voulais vous montrer cette image que vous voyez à gauche. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de la regarder attentivement et de me dire ce que vous voyez dans cette image. Je vous laisse 10 secondes, 20 secondes de réflexion. Et puis après, si certains veulent prendre la parole au travers du micro, me dire qu'est-ce que vous voyez dans cette image. Oula. Alors, je vois une vieille... Bah, je vois plus rien. Alors, j'ai vu une vieille femme. une jeune femme, deux femmes, une femme le regard tourné vers l'horizon, une jeune fille ou une vieille dame, une femme, Ouais. une fille avec un collier et une dame âgée. On a le champ des possibles qui est devant nous là. Une femme qui regarde sur le côté, Ah, une une femme jeune égorgée, là. femme, Ouais. une femme avec le regard tourné, une femme qui regarde l'horizon, une jeune dame. Bon, super. Allez, on va stopper, parce que sinon, on va avoir 233 réponses. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, l'idée de cette image qui s'appelle l'image de Boring, l'idée derrière ça, c'est de vous montrer, et ce qui est le cas aujourd'hui, puisque j'entends vieille femme, j'entends jeune femme, je vois un aigle également, il y a beaucoup de gens qui ont de l'imagination. L'idée, c'est de vous montrer que face à une situation, je vous invite à stopper, parce que là, je reçois des notifications à tire-larigot, donc Ne vous je inquiétez vous pas, invite à... Jean-Luc, je gère. D'accord. Donc l'idée, c'est de vous montrer que face à une situation, en l'occurrence ici une image, nous avons tous une vision différente. Certains de vous ont vu une vieille femme que l'on voit avec un menton assez exacerbé, avec un nez également assez exacerbé, et d'autres ont vu une jeune fille plutôt belle, plutôt ravissante, qui semble en tout cas ravissante, et qui regarde vers l'horizon. Et effectivement, tout ça pour vous dire que face à une situation, chacun de nous avons une représentation différente. Et ça, c'est fondamental tout à l'heure quand on parlera du manager. On verra, et notamment du manager en situation de crise, on verra que chacun des managers va voir face à une situation des images différentes et de ce fait-là, va entreprendre et va prendre des décisions différentes. Donc face à une même situation, selon le manager, les décisions qui vont être prises vont être différentes parce que certains vont favoriser la tâche, qu'on appelle la tâche, donc le business, et d'autres vont peut-être favoriser la relation et l'équipe. Et ça, c'est bien pour vous dire que globalement, et ça, c'est OK, c'est-à-dire que il n'y a pas une image qui est bonne, une représentation qui est bonne et une représentation qui est mauvaise. L'idée, c'est de valoriser chacune des représentations pour finalement, en équipe, décider d'un consensus et décider d'un plan d'action. Et je pense que je vais vous prendre un exemple aussi, un exemple d'actualité. Je vais reparler de la crise du Covid. On voit qu'en fonction des responsabilités des personnes, les prises de position sont différentes. Bien évidemment, le corps médical va prendre position, va plutôt avoir sa vision médicale. Les entreprises, les économistes vont plutôt avoir une vision économique et voire même les politiques vont avoir une vision politique de l'affaire, d'ailleurs surtout l'opposition. Et ça montre bien que face à une situation, on peut avoir des visions différentes. Et en l'occurrence, c'est je pense, le challenge aujourd'hui que notre président de la République et notre gouvernement a, ça va être justement de tenir compte de ces visions médicales, de tenir compte de ces visions économiques et de tenir compte de ces visions politiques pour finalement trouver un consensus, la moins mauvaise solution. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a encore été communiqué par Emmanuel Macron
hier soir lors de son intervention télévisée. Donc voilà, donc moi, le but, c'est de vous dire ça, c'est de vous dire aussi quelque part que moi, aujourd'hui, là, dans l'heure qui vient, je vais vous apporter ma vision et d'autres personnes qui feraient le même type de conférence avec le même thème vous apporteront probablement des éléments différents. L'idée pour moi est de développer votre esprit critique, de prendre aujourd'hui ce que vous voulez prendre de ce que je vais vous dire. Peut-être il y aura certaines choses que vous n'allez pas prendre, c'est pas grave. L'idée, c'est de développer votre esprit critique, puisque bien évidemment, c'est cela qu'on vous demande déjà si vous êtes déjà en entreprise ou que l'on va vous demander demain quand vous serez en entreprise. J'ai envie maintenant de vous, ça me paraît très important d'essayer avec vous de faire la différence entre ce qu'est un manager et entre ce qu'est un leader. Donc évidemment, encore là, il y avait une animation, mais c'est pas grave. Un manager, c'est globalement, le manager, c'est le patron. C'est celui ou celle dans une entreprise à qui on a conféré une autorité hiérarchique. Le manager, il est le responsable hiérarchique d'une équipe plus ou moins grande. Et ce qui veut dire que le manager, bien évidemment, puisqu'on lui a conféré cette autorité hiérarchique, il a des responsabilités, il a généralement une expertise, il a une expertise du domaine dans lequel son équipe travaille, il va bien évidemment fixer des objectifs à son équipe, il va distribuer les missions à son équipe, il va évaluer les membres de son équipe et puis, le cas échéant, c'est important pour certains, il va également signer les congés de son équipe. Ce qui veut dire que le manager, et ça c'est un point important à mon goût, c'est que le manager, dans sa vie de manager, dans l'exercice du management, il passe sa vie à prendre des décisions. C'est son quotidien, c'est de prendre des décisions. Le leader, quant à lui, alors lui, on lui a rien conféré au leader. Il a juste, et quand je dis juste, je devrais l'enlever, il a une autorité naturelle qui est reconnue. Il n'a pas de positionnement hiérarchique dans une entreprise, il a une autorité naturelle qui est reconnue. Il est responsable, alors que le manager a des responsabilités, on lui a donné des responsabilités. Le leader, quant à lui, il est responsable, il est généralement exemplaire, il a généralement du charisme. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il prend des initiatives, il a des convictions et il porte une vision. Et c'est probablement ça le plus important. Le leader dans une entreprise, il va porter une vision. Et globalement, finalement, il donne du sens. Donc, vous voyez la différence entre un manager et un leader. Le manager, autorité hiérarchique, prise de décision. Le leader, autorité naturelle et donner du sens. Alors, bien évidemment, j'ai été manager. Je n'ai pas la prétention d'avoir l'ensemble de ces qualités, puisque globalement, le manager, il va grandir en fonction des expérimentations qu'il fait pendant toute sa carrière. Et une question qui m'a été posée, qui m'est posée souvent, c'est quel est le profil idéal est-ce qu'un responsable hiérarchique doit être un manager? Est-ce qu'il doit être un leader ou est-ce qu'il doit être les deux? Et là, j'ai envie de vous décrire 2-3 situations que j'ai vécues pour vous expliquer finalement que le profil idéal, il dépend de plein de choses. Il dépend de la situation dans laquelle on est, mais également, il dépend, je dirais, des besoins, des attentes qu'ont les collaborateurs du responsable hiérarchique. Le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est, alors je vous l'ai dit, j'ai été directeur supply chain, j'avais en responsabilité la gamme Tropicana, et il y a quelques années de ça doit faire une petite dizaine d'années, je dormais et le téléphone sonne à 2 heures du matin. Donc j'avoue que quand le téléphone sonne à 2 heures du matin, ça sent jamais très bon, dirais-je. Et à ce moment-là, j'ai le directeur d'un de mes entrepôts, donc je travaille avec 3 entrepôts,
et celui du Sud-Ouest, qui se situait à Niort. Son directeur logistique m'appelle en me disant l'entrepôt est en train de brûler. Cet entrepôt-là, globalement, c'était à peu près 25% des ventes, en tout cas 25% des ventes et des livraisons que l'on faisait sur le territoire français partaient de cet entrepôt-là. Alors, vous imaginez bien la situation à 2 heures du matin, l'entrepôt qui brûle. Et vous imaginez bien aussi qu'à ce moment-là, effectivement, dans cette situation spécifique, on a plutôt besoin d'un manager et d'une personne qui prend des décisions plutôt qu'un leader qui donne du sens. J'ai dû, je dirais, dans les premières heures de la matinée, prendre des décisions. Comment on fait pour livrer les clients qui sont livrés au départ de cet entrepôt? Qu'est-ce qu'on fait des produits qui ont brûlé? Surtout, qu'est-ce qu'on fait des produits qui n'ont pas brûlé? Est-ce qu'on les met à la livraison ou pas? Comment on fait auprès des usines pour reproduire de la production? Il faut prévoir du transport additionnel. Voilà. Donc, bien évidemment, dans une situation de ce type, le plus important, bien évidemment, c'est la prise de décision. Et à cet endroit-là, on a plutôt besoin d'un manager que d'un leader. Et j'ai envie de vous prendre un deuxième exemple, toujours quand on parle de situation d'environnement. J'avais dans mon équipe, j'avais une équipe de 35 personnes, je crois, et une partie de mon équipe était dédiée au business hors domicile. Le business hors domicile, c'est quoi? C'est finalement les cafés, les restaurants, les hôtels, les cantines scolaires, les cantines d'entreprise, les aéroports, les gares. Donc, c'est tout ce que les gens, comme vous, comme moi, consommons hors de notre domicile. Et on avait un business hors domicile, donc sur les produits Tropicana, mais aussi sur le Lipton Ice Tea. On avait un business qui était stable, pas très en croissance. L'équipe était rodée, était expérimentée, tout allait bien. Et puis, un jour, un matin, j'ai le directeur commercial donc de ce département hors domicile qui m'appelle et qui me dit, Jean-Luc, j'ai une bonne nouvelle pour l'entreprise et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour l'entreprise, c'est qu'on venait, et tout s'était fait en grande confidentialité pour ne pas ébruiter le truc à nos concurrents. Nous venions de gagner le business McDo sur le Lipton Ice Tea. Autant vous dire que avec ce business-là, nous avons triplé d'ailleurs notre volume, notre chiffre d'affaires, nos livraisons. Et ça, on devait se préparer à ça, les premières livraisons étant prévues, je crois, 3 à 4 mois après. Donc, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, l'équipe qui a appris ça s'est dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? On va tripler nos volumes, on va tripler le chiffre d'affaires, on va tripler notre business. Comment on va faire pour faire ça? Et c'est à cet endroit-là, quelque part, que le leader intervient, j'ai eu besoin, pour finalement motiver mon équipe et faire en sorte que mon équipe fasse partie du projet, j'ai eu besoin de donner du sens. Donner du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, grâce à ça, va se porter beaucoup mieux. Ça veut dire qu'on va pouvoir recruter. Ça veut dire qu'on va pouvoir développer de nouveaux outils. Ça veut dire qu'on va pouvoir amener de nouvelles ressources dans l'entreprise. Donc, il a fallu que je donne du sens pour que finalement l'équipe accepte cette bonne nouvelle et se mette en mouvement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le temps était compté et j'ai décidé finalement de des projets pour produire, livrer, entreposer, livrer les clients, recruter. Et donc, j'ai décidé, pour donner du sens justement à mes collaborateurs, de les intégrer pleinement dans ce projet. J'aurais pu à ce moment-là, je dirais, décider pour le coup, avoir une posture de manager, mais j'ai décidé de me mettre plutôt en posture de leader. Et c'est ça qui finalement a fait la réussite de ce projet, c'est que le fait de donner du sens au démarrage a permis à l'ensemble de mon équipe de s'approprier cette bonne nouvelle et finalement de se motiver par rapport à cette bonne nouvelle et d'être complètement engagé et impliqué dans le projet qu'on a mis en place pour livrer McDo 4 mois après sur la gamme Lipton Ice Tea. Et ça a été une réussite.
Donc, par ces deux exemples, quelque part, mon ambition, c'est de vous faire comprendre qu'à un moment donné, le responsable hiérarchique, quand il s'agit d'aller vite, quand il s'agit de décider, et il doit avoir aussi une position de leader quand il s'agit d'emmener son équipe sur un projet et quand il s'agit de donner du sens à son équipe. Ça, c'est la partie selon la situation. Et puis, il y a aussi selon les besoins des collaborateurs. Je vais vous prendre aussi deux exemples. J'avais dans mon équipe un gars qui faisait très, très, très bien ses missions, mais qui n'avait qu'une ambition, qui n'avait qu'un besoin, qu'une motivation, c'est d'avoir un CDI, d'avoir un salaire et d'avoir des congés pour partir en vacances. C'était ses besoins et que je ne conteste pas et que je respecte. Vous imaginez bien que cette personne, lui, il s'en fout d'avoir du sens. Lui, il a juste besoin qu'on lui fixe des objectifs, qu'on lui donne ses missions, qu'on décide à sa place, qu'on l'évalue et qu'on signe ses congés. Et d'autres profils que j'avais dans mon équipe qui, eux, étaient plutôt des jeunes que je venais de recruter, qui avaient beaucoup, je dirais pas d'ambition, mais qui avaient beaucoup d'envie et qui, eux, pour le coup, avaient besoin qu'on leur donne du sens pour qu'ils puissent s'accomplir, pour qu'ils puissent se dépasser. Donc voilà, donc ça aussi, cet exemple pour vous dire juste que finalement, suivant les situations et suivant les collaborateurs qui travaillent avec nous, on doit passer d'une posture en tant que responsable hiérarchique, on doit passer d'une posture de manager à une posture de leader, revenir à une posture de manager pour repartir sur une posture de leader. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que globalement, la posture du responsable hiérarchique est probablement la qualité la plus importante pour quelqu'un qui manage une équipe. Cette capacité d'aller de cette posture de manager à celle de leader, et c'est ça finalement, selon moi, qui fait en sorte qu'un manager est finalement reconnu par son équipe. Euh, donc voilà, je voulais évoquer avec vous cette différence, en tout cas que je fais suivant ma propre vision entre un manager et puis un leader. Et je vais ensuite passer, si vous voulez bien, Jean-Luc, si je peux me permettre, oui, les étudiants sont un peu oui. timides, donc ne posent pas beaucoup de questions sur le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et je m'en ferai le relais auprès de Jean-Luc d'Angoisse. Si on revenait juste un instant sur le manager, le leader, donc on comprend qu'il faut passer idéalement d'une posture à une autre. Il faut être capable d'être manager et aussi de pouvoir switcher d'une posture à l'autre. Mais parfois, n'y a-t-il pas des personnes qui ne sont que managers, voire que leaders? Et du coup, que se passe-t-il dans ces situations-là quand on n'a pas cette capacité à switcher d'une posture à une autre? Voilà, quelles conséquences ça peut avoir sur l'organisation, sur les équipes? Est-ce que c'est grave, docteur? Ou est-ce que on peut très bien évoluer sans être capable de passer de l'une à l'autre des deux postures? Bah après, je vous répondrai aussi, ça dépend des organisations dont fait partie cette personne. Prenons une personne qui n'est que manager, qui ne pense qu'objectif, qui ne pense que mission, qui ne pense que finalement business quelque part. S'il est dans une entreprise dont la culture finalement est portée également vers ça, globalement, une entreprise qui favorise beaucoup plus le business et donc la tâche que la relation, que l'équipe, ce manager-là va très bien s'en sortir. Par contre, s'il est dans une entreprise telle que celle dont je faisais partie, où là on donnait beaucoup d'importance au sens, on donnait beaucoup d'importance à l'accomplissement, ce manager qui n'est que dans l'autorité hiérarchique, d'une part, il n'évoluera pas, et d'autre part, il montrera très très vite ses limites. Moi, j'ai connu dans mon expérience des managers qui n'avaient que cette posture-là, et à qui, à un moment donné, on a fait comprendre que ce n'était pas suffisant. On lui a demandé je dirais, d'aller dans cette position de leader, et s'il n'y arrivait pas, on s'en est séparé. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, effectivement, le danger aussi, quand un manager a simplement, pour résumer une position de leader,
Le danger, c'est qu'il perde son équipe. Il perd son équipe. Une équipe a besoin de sens, mais aussi a besoin d'être managée, d'être responsabilisée, a besoin d'être guidée, d'être drivée. Et si le leader, si le manager, il ne sait pas faire ça, il va perdre son équipe. Et là, pour le coup, moi, j'ai connu des gens, des collaborateurs, pour le coup, qui étaient plus ou moins en souffrance, puisque justement, le responsable hiérarchique n'apportait pas les besoins dont ces personnes avaient besoin quelque part. Donc, je dirais, le danger, il est là. Ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est, mais ça dépend également des attentes des collaborateurs. Voilà, donc je vous répondrai ça. Il y a pas un dogme sur le sujet. Il n'y a pas un dogme sur le sujet, mais en tout cas, ce qui est certain, moi, à mon goût, à mon sens, mais parce que je suis conçu comme ça, c'est que la réussite collective, elle se fait via l'autorité, parce qu'à un moment donné, il faut un peu de processus, un peu d'autorité, mais elle se fait surtout sur la capacité qu'a le responsable hiérarchique à emmener son équipe, et quelque part à emmener son équipe au combat, je dirais, parce que parfois c'est des combats, en donnant le sens, en faisant comprendre. Alors Jean-Luc, merci beaucoup. Nous avons une question d'Ambroise qui nous dit bonjour, comment avez-vous su gérer la responsabilité de presque 500 millions, qui est une somme considérable? Bah, très bien, très bien. La question est très vague. Je ne sais pas à quoi répondre à ça. J'ai Alors su peut-être gérer. que oui, enfin la somme est, enfin je pense qu'Ambroise, si vous voulez préciser votre question, mais je pense que la somme est importante. Donc l'idée c'est comment on arrive à porter cette responsabilité-là en fait. C'est peut-être une question autour du poids de la responsabilité pour le business de l'entreprise. Ouais, moi, j'ai envie de répondre simplement que vous conduisez une Ferrari ou une petite Twingo. Finalement, quand vous êtes dans la voiture, vous faites la même chose, vous conduisez. Et en vous disant ça, je dirais que c'est pas tant le chiffre d'affaires qui est important, c'est la complexité qui va autour. Et en l'occurrence, dans le business dans lequel j'étais, donc je vous l'ai dit, les produits frais, la supply chain est très, 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 très différenciée par une supply chain classique, avec une très grande complexité. Et l'idée, quelque part, c'est, je dirais, pour savoir gérer ça. Donc, je parle pas du montant, moi, je parle plutôt de la complexité. L'idée, c'est de s'entourer des bonnes personnes, déjà, d'une part. L'idée, c'est aussi d'avoir certaines compétences. On ne gère pas une supply chain frais comme on gère une supply chain ambiante. Et puis, troisièmement, c'est compter sur son équipe. Et j'en reviens une fois de plus à l'équipe, qui est pour moi le plus important dans les entreprises. Si vous avez une équipe motivée, engagée, performante et avec des compétences quelque part, et évidemment, vous avez la taille de l'équipe qui convient justement à l'importance de votre business. Ça pose aucun problème. Donc voilà, moi je répondrai une fois de plus. Il faut être bien accompagné, et être bien accompagné, c'est avoir les bonnes personnes, la bonne équipe, et surtout cette posture du manager qui va emmener l'équipe au combat dans la bonne direction. C'est pas le chiffre d'affaires, les 500 millions d'euros. J'avais un client, pour ne pas le citer, qui s'appelait Lidl, qui était un client très très simple en supply chain, qui faisait 30% du business. Par contre, j'avais des petits clients qui faisaient très très peu de volume et de chiffre d'affaires, et qui, eux, représentaient la majorité de la complexité du business. Donc, être bien entouré, avoir cette posture de manager leader, et surtout avoir toujours la préoccupation de son équipe quand son équipe n'est pas là, ou qu'elle se sent mal, ou qu'elle n'est pas efficiente. Là, pour le coup, le manager, il est pas dans des bonnes conditions. Merci Jean-Luc, c'est très intéressant le focus sur l'esprit d'équipe et le collaboratif. Et du coup, on a une question de Léa. Selon vous, comment gérer au mieux les collaborateurs compliqués? Et vous avez un merci d'Ambroise pour la réponse. Merci Ambroise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur compliqué? C'est toujours la même histoire. Je ne sais pas qui a posé la question, mais est-ce qu'on peut me dire une des caractéristiques, selon vous, d'un collaborateur compliqué? Oui, est-ce que ce serait un collaborateur qui n'adhérerait pas ou voilà, qui ne marque pas d'adhésion au projet du manager leader? Léa, est-ce que ce serait ça pour vous, le collaborateur compliqué? Pas motivé, oui, c'est ça, et pour lequel on ne trouve pas de source de motivation. Donc, un collaborateur qu'on aurait du mal à embarquer et à faire adhérer au projet, en fait.
Donc moi j'ai eu ça. Enfin, et la question est pertinente puisque ça arrive. Hein, c'est pas, on est dans la vraie vie hein, quand on est dans une entreprise. Donc effectivement ça arrive. Et j'ai eu plusieurs fois ce cas de figure. La première chose, quand il y a un manque de motivation, il y a toujours une raison. Et l'idée, c'est de comprendre la raison. Et c'est là où le manager, une fois de plus, la relation entre manager et collaborateur est le plus important. C'est de comprendre pourquoi ce collaborateur-là n'est pas motivé. Il y a toujours une raison derrière. Ça peut être des raisons personnelles. La personne a des problématiques ou des enjeux dans sa vie personnelle qui font que le boulot aujourd'hui n'est plus sa priorité. Et donc, il n'est pas motivé, il y va, mais bon, voilà, sans plus. Ou ça peut être des problèmes de reconnaissance dans l'entreprise. Ça peut être des problèmes d'éthique aussi, quelque part. Moi, j'ai eu un collaborateur, on vendait des chips, hein, je vous l'ai dit, des chips Lay's. Bon, les chips Lay's, enfin, Lay's ou d'autres marques d'ailleurs, ne sont pas réputés pour être les meilleurs produits, les plus sains pour l'organisme. Et j'avais un collaborateur qui m'a dit, moi, à un moment donné, moi, j'en ai marre de vendre des chips parce que c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour la santé. Donc les sources de démotivation, elles sont multiples. Et l'intérêt avant tout, c'est de le comprendre, d'une part. Et d'autre part, après, bien évidemment, ça va être de travailler avec lui pour lui redonner sa motivation quand c'est dans le domaine du manager. Quelqu'un qui a un problème dans sa vie privée, évidemment, le manager, il n'a pas grand-chose à faire. Quand il s'agit de problématiques qui sont liées au travail, toute l'important, c'est justement de créer ou d'accentuer la relation avec le collaborateur pour essayer de lui redonner de la motivation. Et généralement, et pour faire le parallèle avec mon métier de coach aujourd'hui, évidemment, le problème de manque de motivation est un des gros problèmes dans les entreprises. Et il y a généralement une bonne raison, et le fait ne serait-ce que d'écouter, de discuter avec le collaborateur, parfois on résout pas mal de problèmes. Et puis après, en appelant un chat aussi, une entreprise reste une entreprise. Et à un moment donné, il m'est arrivé de me séparer de collaborateurs qui, car ils n'avaient plus la motivation, n'étaient plus efficaces dans leur travail. Une entreprise reste une entreprise. Chacun de nous sommes salariés d'une entreprise. Il y a des devoirs, il y a des droits et des devoirs, et il y a des devoirs de la part du collaborateur. Donc, pour répondre vite, c'est du cas par cas, et il faut vraiment comprendre la source de la démotivation. Tout bon? Merci Jean-Luc. Ok, alors je vous propose de poursuivre. Alors, on a parlé manager versus leader. Maintenant, ce que j'aimerais vous évoquer avec vous, c'est quelles sont les responsabilités principales d'un manager. Et une fois de plus, selon ma vision à moi, vous interrogerez quelqu'un d'autre, il vous dira probablement des choses semblables, mais également des choses différentes. Un manager, il a plusieurs types de responsabilités. Le premier, le majeur, ce pourquoi il est employé, ce pourquoi il est rémunéré, c'est atteindre les objectifs opérationnels qui lui ont été fixés. Il est responsable hiérarchique, il a lui-même un responsable hiérarchique, bien sûr, et face à ce responsable hiérarchique, il se positionne justement en collaborateur, et son premier boulot, ça va être d'atteindre les objectifs opérationnels qui lui ont été fixés. Parce que ces objectifs opérationnels, bien sûr, contribuent au résultat de l'entreprise. Et là-dedans, il y a des objectifs qui sont court terme et des objectifs qui sont long terme. Et une fois de plus, je vous disais tout à l'heure, ajuster entre le manager et le leader, et bien encore une fois, le manager, il va devoir ajuster entre ses objectifs qui sont court terme et ses objectifs qui sont long terme. Je vais vous prendre un exemple qui fait partie aussi de ma première vie professionnelle. Donc, dans ma responsabilité de directeur supply chain frais, j'avais mon objectif principal court terme, c'était le taux de service. C'était de livrer le maximum ce que nos clients ont commandé. J'avais un objectif de taux de service à 99%. J'ai été objectivé sur ce 99%. Et à chaque dixième de taux de service que l'on perdait, eh ben, on perdait du chiffre d'affaires.
quand il y avait des gros problèmes de taux de service, ça créait des problématiques de relations avec les clients et on pouvait, bon an, mal an, aller dans des situations de tension avec les clients. Donc ça, c'était ma responsabilité à court terme. J'avais aussi à un moment donné, et j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué, j'ai eu aussi la responsabilité, je vous ai parlé des jus de fruits frais à la marque Tropicana, mais on a aussi dans notre portefeuille de produits une gamme, ce que j'appelle la gamme pépite, qui est, peut-être que certains de vous le connaissent, qui est le gazpacho à la marque Alvalé. On a décidé de lancer, c'était il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, je crois aussi, ou plus que ça d'ailleurs, on a décidé de lancer le gazpacho à la marque Alvalé en France. Il était déjà très présent en Espagne, puisque évidemment c'est le berceau du gazpacho, et on a décidé de le lancer en France. Et j'ai eu un an pour préparer, pour structurer l'équipe, pour préparer l'ensemble des schémas supply chain pour être en mesure de lancer cette gamme de produits en France. Et pour la petite histoire, c'est un produit très, très saisonnier. Et donc, l'hiver, globalement, je remontais aller à un camion, je dirais une trentaine de palettes chaque semaine d'Espagne, puisque globalement, on ne consomme pas beaucoup de gazpacho quand il fait froid. Et je remontais entre 50 et 60 camions par semaine, le vent dans le dos en plein été. Donc, il a fallu imaginer une supply chain qui à la fois correspond aux faibles besoins, à la faible demande de l'hiver et à la demande colossale pendant l'été. Et donc, tout ça pour vous dire que j'avais, moi, un objectif long terme, la préparation, la mise en place de cette supply chain dédiée à cette gamme de produits. Et ça, pour imager effectivement que le manager, il est dans son objectif court terme, bien sûr, mais il se doit aussi d'être dans son objectif long terme. Quoi qu'il arrive, j'imagine que pendant cette année-là, sur mon court terme, il y a eu pas mal de problèmes à gérer et j'ai dû quand même maintenir le cap sur ces objectifs long terme. Donc, il s'agit quelque part pour atteindre ces objectifs, qu'ils soient court terme ou long terme, il s'agit pour le manager finalement de prendre des décisions, je vous l'ai dit, je vous le répète, quand on est manager, on ne cesse de prendre des décisions. Bien évidemment, pour atteindre ces objectifs opérationnels, il faut aussi quelque part, je vous l'ai dit, je vous le répète, on a une équipe. Donc la deuxième responsabilité d'un manager, c'est quoi? C'est de piloter son équipe. Puisque bien évidemment, je l'ai dit il y a 5 minutes, quand il s'agissait de piloter ces 500 millions d'euros, on ne peut le faire qu'avec une équipe. C'est l'équipe qui va atteindre les objectifs. Et le but du manager va être de piloter cette équipe. C'est quoi piloter une équipe? C'est fixer des objectifs, bien sûr. Ça va être de former son équipe. Ça va être de recruter des personnes qui vont faire partie de l'équipe. Ça va être d'évaluer les personnes. Ça va être aussi de recadrer certaines personnes qui sont pas tout à fait dans le cadre escompté. Ça va être de féliciter les réussites, ça va être de challenger les collaborateurs, ça va être d'animer l'équipe, ça va être d'animer les réunions, ça va être de célébrer les réussites. Moi, j'y tenais absolument, on passait notre temps à célébrer, c'était génial. Ça va être de mesurer la performance et puis aussi, quelque part, ça va être d'informer son équipe. Et c'est ça aussi la responsabilité du manager, ça va être de piloter ses équipes en menant ses actions pour que son équipe soit la plus engagée, la plus motivée possible dans l'atteinte de ces objectifs opérationnels. Et j'ai bien envie de faire le parallèle avec vous, étudiants. Vous avez probablement à l'intérieur de votre école ou en dehors de votre école des responsabilités associatives. Vous faites peut-être partie d'associations et ça, c'est fondamental. Vous avez sûrement des rôles dans les associations et ça, c'est fondamental aussi. Il y a aussi l'exécution opérationnelle, mais vous faites probablement partie d'une équipe et comprenez bien que c'est l'équipe qui gagne. Il y a un vieil adage qui dit que quand on est seul, on va vite. Quand on est en équipe, on va loin. Eh ben, retenez ça. Quand on est en équipe, on va loin. On va peut-être moins vite, mais on va très loin. Je vous propose de passer à la slide suivante, qui vient aussi quelque part caractériser ce que sont les responsabilités du manager.
Il s'agit évidemment, une fois que je vous ai dit les deux premières responsabilités, ça va être aussi d'apporter les conditions de succès à son équipe. Ça va être ça. Et ça, c'est fondamental. Je vous ai parlé des formations, mais ça va être aussi l'organisation de l'équipe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de McDo, il a fallu réorganiser l'équipe. Ça, c'est de la responsabilité du manager. Organiser l'équipe pour qu'elle soit, une fois de plus, la plus efficace. Et de ce fait-là, qu'elle se sente bien. Ça va être d'apporter les outils informatiques, par exemple. Ça, c'est très, très important. Ça va être d'apporter le matériel, les ordinateurs, les voitures pour ceux qui ont des voitures, très, très important. Et puis, bien évidemment aussi, d'apporter, ça va être d'apporter les processus. Quand on parlait tout à l'heure des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien évidemment, je vous disais que c'est facile quand on a une bonne équipe, mais c'est aussi facile, c'est facilité en tout cas quand on a des processus rodés, robustes et qu'on fait évoluer au fur et à mesure de l'évolution du business. Très important. Et puis aussi, quelque part, un truc très important aussi, alors vous allez dire, il y a que des choses importantes, mais je pense que oui, il y a que des choses importantes finalement, ça va être d'interagir avec son environnement. Un manager, il n'est pas seul, il est d'abord avec son équipe. Et quand j'englobe le manager dans son équipe, cette équipe-là, quelque part, elle est à l'intérieur d'une organisation. Donc, ce qui veut dire qu'elle doit, et le manager en est le porte-parole, doit interagir avec l'environnement dans lequel il est. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est soit à l'interne, soit à l'externe. L'externe, bien évidemment, je vais en parler tout de suite. C'est les clients, bien évidemment, et c'est les fournisseurs. Moi, je travaillais avec, je crois, j'avais une quarantaine de prestataires de transport qui travaillaient avec moi. J'avais 4 prestataires logistiques. Donc, évidemment, ces fournisseurs-là, il faut aussi les driver. Donc, il y a toute une partie interaction avec l'environnement externe, mais bien évidemment aussi, il y a une interaction avec l'environnement interne. Le commercial, on disait dans ma boîte, on disait le commercial, il est là pour vendre des caisses de jus de fruits. Et bien évidemment, le commercial, il a un besoin de développer son business. Encore faut-il qu'on soit en interaction avec lui pour comprendre ses contraintes, pour appréhender ses nouveaux clients, pour que derrière, nous, supply chain, on soit en mesure de fournir le produit fini. Une interaction aussi avec les ressources humaines, bien sûr. Quand il s'agit de recruter, et on est évidemment en interaction avec les ressources humaines, quand il s'agit, excusez-moi l'expression, de virer des gens, on est aussi en interaction avec les ressources humaines. Quand il s'agit d'évaluer les personnes, on est en interaction avec les ressources humaines. Très important, le marketing, évidemment. On a fait pas mal de pubs sur Tropicana, des pubs qui ont plus ou moins marché, mais bien évidemment, quand on fait de la pub, tout de suite, il y a un effet direct sur les ventes. Donc évidemment, il fallait être au courant de quand est-ce que la pub allait être lancée, quelles étaient je dirais, les attentes du marketing, justement pour qu'en amont, quelque part, on se prépare quelque part à l'augmentation des ventes liées à cette pub et puis évidemment la finance, puisque globalement, j'avais un budget logistique, je crois, de 9 millions d'euros, il me semble, de mémoire. Évidemment, j'avais toujours la finance qui était là pour me dire, est-ce que tu vas tenir ton budget? Tiens, tu avais prévu 9 millions d'euros, à fin juin, en milieu d'année, tu n'es qu'à 4 millions. Si on extrapole, ça ferait 8 millions. Donc peut-être que le million qu'on avait provisionné, est-ce que je peux te le reprendre? Donc voilà, donc il y a tout un environnement d'interaction qui est fondamental dans le rôle d'un manager. Et puis enfin, et on parlera de ça après, et c'est probablement le plus compliqué, je pense. En tout cas, pour moi, c'était le plus compliqué. C'était de réagir et de décider face à l'imprévisible. L'imprévisible, par définition, on ne pouvait pas le prévoir. Et je vais prendre un exemple aujourd'hui, le Covid. Bien évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions. Est-ce que je dois, parce que mon business est en plein décroissance, parce que mon magasin est fermé, est-ce que je dois me séparer de collaborateurs qui sont performants parce que le business il est en train de se dégrader, ou est-ce que je les garde d'une manière ou d'une autre parce que le business il va reprendre et j'aurai besoin de ces collaborateurs performants quand le business il va reprendre. Donc c'est tout le dilemme quelque part auquel est amené à faire face un manager. Il est toujours dans des dilemmes. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il était là pour décider face à des décisions
il y a toujours des bons côtés, des mauvais côtés. Et le boulot du manager, ça va être de choisir, de décider face à ce sacré imprévisible. Et on va aller après sur le terrain de la circonstance exceptionnelle que l'on vit aujourd'hui, le terrain du Covid-19. Je, pardon, je fais une pause. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a une question de Marina. On n'a pas parlé de comment un manager fait face à un mauvais collaborateur, mais comment on fait lorsque nous, en tant que collaborateurs, on fait face à un manager qu'on estime mauvais. Et j'aime beaucoup la nuance, Marina, que vous avez prise en disant que c'était votre perception, hein. Je ne sais pas, Jean-Luc, si vous voulez que je la relise, mais Non, j'aime c'est tout beaucoup bon, j'ai la compris. finesse de Marina. Si nous, on fait face à un manager que l'on estime mauvais, donc je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ma perception, c'est qu'il est mauvais. Donc je crois qu'on avait déjà répondu sur le collaborateur, en tout cas difficile. Je ne sais pas, Marina, ce que vous voulez dire par mauvais collaborateur, mais tout à l'heure, on a choisi de prendre le cas d'un collaborateur qu'on avait du mal à engager, en fait, qu'on avait du mal à faire adhérer au projet de l'entreprise. Et là, la question peut-être, Jean-Luc, c'est voilà, comment est-ce qu'un collaborateur gère un manager pour lequel il n'a pas beaucoup de considération ou d'estime? Alors, c'est une question très, très pertinente, d'une part, et la manière dont elle est formulée, elle est d'autant plus pertinente. Euh, je dirais, alors déjà d'une part, vous l'avez dit, hein, que l'on estime mauvais. Donc j'en reviens à mon image de Boring du début de la conférence. Vous avez, dans votre exemple, vous avez la vision, votre vision du manager qui semble mauvais. Peut-être que les autres n'ont pas la même vision. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que généralement, s'il est mauvais, si vous le trouvez mauvais, si vous l'estimez mauvais, c'est qu'il ne répond pas à vos attentes, je pense. C'est Mm. qu'il ne répond pas à vos attentes. Alors, est-ce que vos attentes, je dirais, est-ce qu'elles sont en décalage par rapport au reste de vos collègues? Ou est-ce que vos attentes sont légitimes dans l'environnement dans lequel vous êtes? Ça, c'est la première question. Et puis après, quelque part, euh, je dirais que toute la difficulté, c'est que dans cette question-là, vous êtes en position de collaboratrice, en l'occurrence, et l'autre est en position de manager, et vous avez peu de prise par rapport à un manager. La seule prise que vous avez, c'est de communiquer avec lui. C'est de dire ce que vous... Et moi, j'encourageais toujours, alors pas dans le sens mauvais, mais moi, à chaque fois que j'avais des entretiens réguliers avec mes collaborateurs, et on se réservait toujours 5 minutes, 10 minutes à la fin de l'entretien, où je demandais du feedback à mes collaborateurs. Et évidemment, le feedback de mes collaborateurs, il était différent, parce que, évidemment, les attentes des collaborateurs étaient différentes. Et moi, mon principe était d'écouter mes collaborateurs et quelque part de discuter avec eux et parfois ajuster effectivement ma posture en fonction des attentes des collaborateurs. Moi, je dirais ça. Donc, je dirais gérer, je dirais communiquer avec votre manager. Alors, évidemment, on a une posture très posée. On dit pas à son manager t'es mauvais. Mais voilà, monsieur manager, voilà, moi j'ai certaines attentes et vous ne répondez pas tout à fait complètement à mes attentes. J'aimerais qu'on puisse en discuter. Et c'est comme ça qu'on aborde la problématique avec un manager. Après, effectivement, si le manager il est mauvais, comme vous dites, il y a des chances qu'il soit peut-être un peu imperméable à vos questionnements. C'est toute la difficulté, et là, c'est toute la difficulté des situations particulières en entreprise. Après, je dirais, une fois de plus, euh, il est votre manager hiérarchique. Il a donc l'autorité hiérarchique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très, très, très compliqué de faire autre chose que de communiquer avec son manager. Et déjà communiquer et interagir avec son manager et être en ouverture avec son manager, je pense que déjà, c'est une première, euh, une première bonne chose à faire. Je crois que, alors Marina nous dit, je parlais plus par rapport à mon cas. J'ai une manageuse qui, sur le plan économique, arrive très bien à gérer l'équipe et on fait un bon chiffre d'affaires avec elle. Mais sur le plan humain, tout ce qui est communication, elle est super mauvaise et met la pression à tout le monde.
Non, ça me fait rire. Désolé de rire, mais ce cas de figure, il est très très fréquent. Il est très très fréquent. Et là, on est plus effectivement sur la portée du responsable hiérarchique que sur le donneur de sens. La seule chose que vous pouvez faire, après vous la changerez, enfin vous la changerez pas. Vous n'avez pas alors en tout cas le pouvoir de la changer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est effectivement de parler avec elle, si c'est une femme, et d'expliquer vos attentes. D'expliquer vos attentes, c'est la seule chose que vous avez à faire. Après, elle vous entendra, elle ne vous entendra pas, elle agira, elle n'agira pas, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Après, je crois, si je peux me permettre, Jean-Luc, hein, mais c'est vous le conférencier, on peut dire beaucoup de choses, mais il faut effectivement y mettre les formes, d'autant plus quand on est dans une posture hiérarchique, en fait. Et puis Bien après, évidemment, faut bien tâter le évidemment, terrain, en fait, voir ce que le manager est capable d'accepter, mais il faut y aller avec beaucoup de finesse et de délicatesse. beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, beaucoup de justesse, et puis commencer petit, voir un petit peu déjà le répondant, enfin commencer une petite phrase, une petite chose, et voir un peu comment le manager répond par rapport à ça. Effectivement, moi j'ai connu des gens qui avaient quitté l'entreprise, enfin, et d'ailleurs je crois, enfin, je me souviens de sondages qui avaient été faits où une des causes de départ de personnes dans l'entreprise, c'est le management. Euh, et je dirais à la personne qui a posé cette question-là, il faut aussi vous écouter quelque part. Je dirais, en tout cas c'est ma vision, vous n'êtes pas une entreprise, c'est pas un endroit où je vais utiliser un mot vulgaire, mais il y a que ça qui me vient, c'est pas un endroit où on se fait chier, quoi. Une entreprise, c'est avant tout un endroit où on s'épanouit. Et si vous ne trouvez pas votre épanouissement dans une entreprise, du fait de votre manager, après, c'est votre responsabilité déjà de créer le contact avec beaucoup de justesse. Et si vous voyez que finalement, ça ne portera pas ses fruits, bah après, c'est à vous de prendre vos responsabilités, bien sûr. Mais je dirais en tout cas, voilà, la première chose, c'est d'entreprendre, d'initier la discussion d'une manière fine, comme l'a dit Eger, avec votre manager. Alors, on a une question d'Antoine, Jean-Luc. Ayant beaucoup de responsabilités en tant que manager, est-il compliqué de dissocier vie personnelle et vie professionnelle? Ah ben ça dépend que de la personne, enfin, ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Après, il y a pas de règle, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de dogme sur le sujet. Moi, j'avais pour principe je me donnais pas mal la semaine, le week-end, je ne bossais pas. Parce que j'avais besoin, et on y verra un petit peu après, mais j'avais besoin de me retrouver en famille, de me ressourcer, de faire des choses personnelles qui venaient finalement me ressourcer, me redonner de l'énergie pour la semaine suivante. J'avais des collègues euh, qui avaient les mêmes niveaux de responsabilité que moi, qui bossaient le matin, le midi, le soir et le week-end. Donc je dirais, la difficulté, elle dépend que de nous, quelque part. C'est ce qu'on va se donner qui va nous faire aborder ça. Il y a pas de, c'est ce que vous voulez faire quelque part. Et puis il y a des moments aussi, il y a des moments où on doit donner un coup de collier et on accepte quelque part de s'engager un peu plus dans le week-end ou le soir. Et puis pour justement après, quelques mois après, se réinvestir sur sa vie personnelle. Donc je dirais c'est à la carte. En tout cas pour moi, pour vous répondre me concernant, moi j'avais pris la décision de quoi qu'il arrive, de consacrer le week-end à ce qui m'était plus cher et en l'occurrence à ma famille. Et puis globalement, une fois que vous le faites, ça devient quelque part un petit rituel et les gens ils savent très bien que le week-end je bosse pas. Et ben globalement, s'ils ont des choses à me demander, ils me le demandent la semaine. Il faut savoir s'écouter. C'est la règle de base. Pour que le manager il prenne soin des autres, il faut déjà qu'il prenne soin de lui. Donc il faut savoir s'écouter. Moi j'ai une petite histoire encore. Mon patron. C'est un grand sportif tous les jours. Allez, 4 fois par semaine sur 5. Il prenait ses baskets et il allait courir 2 heures entre midi et deux. Il mangeait pas. Il allait courir entre midi et deux. Et ben, c'était sa manière de prendre soin de lui. Par contre, il arrivait à 7 heures du mat, il partait à 20 heures, mais c'était sa manière de prendre soin de lui. Donc, il n'y a pas de règle. Chacun, finalement, porte de l'intérêt à sa personne comme il l'entend et chacun agit en conséquence. Alors, on a d'autres questions, Jean-Luc. Quelles attitudes adapter face à des collaborateurs seniors lorsqu'on est jeune manager?
c'est Fadiga Seydou. Et on a une question de Léa. Comment mieux faire accepter l'ordre, l'autorité à nos collaborateurs sans pour autant paraître dictateur? Alors, la deuxième, celle dont je me souviens, ne pas être dictateur pour faire accepter l'autorité, c'est juste simple, c'est l'explication. Il faut toujours expliquer pourquoi on fait les choses. Expliquer qu'on est dans une entreprise. Il faut être pédagogue. Il faut être pédagogue. À un certain moment donné, il faut savoir montrer qui est le patron et qui n'est pas le patron. Pédagogue, expliquer les choses. Et puis, de temps en temps, sans être dictateur, j'ai horreur de ce mot dictateur, mais il faut savoir aussi recadrer vis-à-vis de son collaborateur. Nous sommes dans une entreprise et on a tous des devoirs et des responsabilités. Et nous sommes dans une entreprise, donc il faut être pédagogue, expliquer les choses, marquer les frontières entre manager et collaborateur et recadrer s'il le faut. Il n'y a pas à être dictateur. Et puis parfois, on peut recadrer les choses. Moi, je le faisais avec beaucoup d'humour. Mais les personnes comprenaient. Il faut savoir être ferme de temps en temps. Donc être ferme, mais dictateur non. Mais être ferme, il faut savoir être ferme. Quand on est manager, il faut savoir être ferme. C'est aussi une des... pardon. Et j'en parlerai après, mais c'est une des grosses attentes, quelque part, pour un manager, c'est qu'il faut de la fermeté, quoi. Il faut de la fermeté. Mais pas être dictateur, absolument pas. Du coup, merci Jean-Luc. Et donc la question, c'était celle de Cédou. Quelles attitudes adapter face à des collaborateurs seniors lorsqu'on est jeune manager? Donc comment se positionner quand on est jeune manager et qu'on a des personnes plus âgées dans son équipe? Est-ce que c'est une problématique? Je dirais, oui, c'est une problématique. Enfin, ça peut en être une en tout cas. Et moi, j'en ai connu, je l'ai connu. J'ai connu cette problématique-là quand j'étais jeune. J'ai pris une équipe, j'avais 26 ans, je crois. Je revenais du service militaire, j'avais aucune expérience, j'avais jamais bossé, quasiment hormis 2-3 stages. Et on m'a filé une équipe de 10 personnes. Et plutôt ce que j'appelle des vieux dinosaures, donc des personnes qui ont 20 ans, 30 ans de boîte et ils n'ont pas besoin qu'un jeune comme moi leur explique comment faire. L'idée pour moi, comment je m'en suis sorti à ce moment-là, c'est alors évidemment pas prendre une position de dictateur comme on le disait tout à l'heure, sûrement pas, ça passe pas. C'est, je dirais, faire en sorte d'acquérir leur confiance au fur et à mesure par des petites actions au quotidien. Je pense que la clé, elle est là. Il faut qu'ils gagnent votre confiance. Enfin, il faut que vous gagnez leur confiance plutôt pour être dans le bon sens. Et gagner leur confiance, c'est quoi? C'est déjà leur montrer qu'on n'est pas en train de leur piquer leur boulot, leur montrer qu'on reconnaît leurs compétences, et puis travailler avec eux et finalement apprendre à se connaître et se mettre quelque part dans une posture de partage, et de se mettre dans une posture, je dirais même au démarrage, dans une posture de collègue. Alors c'est un peu difficile, mais ne pas marquer, pour le coup, ne pas marquer l'autorité tout de suite quand on arrive. Être dans le partage, être dans la compréhension de leur vie professionnelle, compréhension de leur parcours professionnel, discuter avec eux. Une fois de plus, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous me posez des questions, j'évoque toujours la relation, le partage. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci Jean-Luc. C'est tout bon? C'est tout bon, on est bon. Ok, alors je vous propose de poursuivre. Alors là, j'avais ça. Excusez-moi, un petit problème avec l'ordi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. J'ai un petit souci, je suis bloqué. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Je n'arrive plus à dérouler les slides, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je suis complètement bloqué là. Alors Jean-Luc, là, nous, on a en visuel un ensemble de savoir-être. Ah, vous avez le Donc on l'a savoir-être? bien. Oui, oui, on l'a bien en visuel, on est sur la posture du manager. Et Ok, donc on a tout un tas de mots-clés. ok. Donc l'idée était de vous faire une petite animation sur le sujet. L'idée là, sur cette slide là, c'est de vous lister une toute petite partie de ce qui est, selon moi, la posture d'un manager.
Je vous l'ai dit, le plus important pour moi, pour un manager, c'est cette sacrée posture. C'est vraiment le plus important, adapter sa posture en fonction de la situation dans laquelle on est. Oula, un truc qui t'a envoyé. Augmenter, n'importe quoi. Ajuster sa posture en fonction de la situation dans laquelle on est et aussi ajuster sa posture en fonction des collaborateurs avec qui on est. Et là, j'ai essayé de vous mettre quelques mots-clés pour moi. Alors, évidemment, c'est pas exhaustif, on pourrait en citer plein d'autres, qui pour moi, viennent quelque part imager ce que c'est la posture d'un manager. C'est bien évidemment l'exemplarité pour acquérir la confiance de ses collaborateurs. Il faut être exemplaire, il faut savoir déléguer aussi. Parce que déléguer, c'est responsabiliser et beaucoup de collaborateurs recherchent la responsabilisation. Donc, savoir déléguer, c'est avoir le sens des responsabilités. Je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, parfois il faut décider, il faut avoir ce sens des responsabilités. Il faut avoir aussi une certaine, je dirais, solidité pour évoquer les cas que vous évoquez tout à l'heure, où on a affaire à quand même un business de 500 millions d'euros, à des problématiques supply chain qui sont assez conséquentes, il faut être quand même assez solide. Hein. Quand j'évoquais avec vous tout à l'heure l'entrepôt qui prend feu, il faut quand même quelque part avoir une certaine solidité, il faut prendre du recul face à la situation. Il faut être, à mon goût en tout cas, avoir une certaine adaptabilité. Moi, il m'arrivait dans mes journées, le matin, j'étais avec des opérateurs de production dans une usine. L'après-midi, j'étais dans un entrepôt avec les syndicats de l'entrepôt. Et puis l'après-midi, j'étais en comité de direction où je présentais, par exemple, mon projet supply chain lié à la Gamal Valley dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il faut aussi s'adapter. On fait une journée, on fait pas tout à fait la même chose. On ne rencontre pas les mêmes personnes. Et il faut savoir s'adapter justement au type de personnes que l'on a en face de nous. Parler au directeur général de PepsiCo et parler à un opérateur de production dans une ligne de production de jus de fruits, c'est pas du tout le même langage à utiliser. Donc, il faut savoir s'adapter. Communiquer, je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé des clients internes et des clients externes. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. C'est pas évident, notamment, j'ai des exemples où il s'agissait d'évaluer des personnes, voire même de recruter des personnes. Il faut avoir le courage de dire non. C'est facile de dire oui, c'est pas aisé de dire non. Donc, il faut avoir ce courage de dire non. Il faut avoir de l'empathie. Pour moi aussi, dans un manager doit avoir de l'empathie. C'est-à-dire, l'empathie, c'est quoi pour moi? Après, on peut trouver plusieurs définitions. Mais pour moi, c'est la capacité à comprendre la problématique de l'autre. C'est quelque chose de très important quand on parlait tout à l'heure de la relation entre un manager et entre ses collaborateurs. L'empathie est une des clés pour moi pour créer et favoriser cette relation entre un collaborateur et un manager. Il faut avoir le souci des autres, bien sûr, une certaine influence. Il faut avoir et bien évidemment, il faut avoir ce que j'appelle de la bienveillance sans complaisance. C'est ce que ça me ramène aux quelques questions que j'ai eues précédemment. Comment faire face à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qu'on est jeune manager? Comment faire avec quelqu'un qui refuse quelque part, qui n'est plus motivé? C'est ça, c'est la bienveillance sans complaisance. La bienveillance, c'est bien évidemment être à l'écoute des autres, comprendre les autres, mais c'est aussi savoir dire les choses sans complaisance. On n'est pas une entreprise reste une entreprise et on a tous des devoirs à l'intérieur d'une entreprise. Donc il faut savoir dire les choses, mais parfois il faut avoir le courage d'être sans complaisance. Et ça, pour moi, quelque part, c'est quelques éléments de savoir-être d'un manager, bien évidemment. Il y en a beaucoup d'autres, mais bon, j'avais l'ambition de vous interroger dessus, mais je vois que le temps passe. Mais voilà, c'est quelques éléments qui sont pour moi fondamentaux, qui font partie de la posture d'un manager. Alors, je crois que j'ai retrouvé la puissance. Oui, super. Euh, J'avais envie, pour aller un petit peu plus loin, j'avais envie de vous parler. Je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure que le manager devait réagir et décider face à l'imprévisible. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation, beaucoup d'entreprises, et moi-même d'ailleurs, en tant que coach, cette situation du Covid-19 est pour un grand nombre d'entreprises le plus grand imprévisible qu'elles ont eu à gérer. Pourquoi ça? Parce que cette crise, elle est soudaine. Je pense que
Je crois que le premier confinement a dû commencer début mars. Je pense qu'un mois avant, on n'aurait jamais imaginé, personne n'aurait imaginé être confiné, que les boutiques soient fermées, que les magasins soient fermés. Et de ce fait-là, il était impossible d'anticiper. Peu d'entreprises ont malheureusement pu anticiper cette crise. Cette crise aussi, elle est spécifique parce qu'elle est sur une longue période. Premier confinement au mois de mars, on est aujourd'hui au mois de novembre et on entend encore de la part de nos politiques que finalement peut-être qu'en janvier, soit 10 mois après le début, on va peut-être retrouver socialement une vie à peu près normale, mais les entreprises, elles vont mettre beaucoup de temps encore à se redresser. Et donc, une absence de visibilité, bien évidemment. Aujourd'hui, allez, il y a des dates qui ont été évoquées, bien sûr, mais il y a d'une part aucune certitude sur vraiment le déconfinement et sur le fait que la vie sociale, la vie économique reprenne, mais il y a aussi aucune certitude, pas de visibilité sur la manière dont les entreprises vont réagir, dont les consommateurs vont réagir, vont reconsommer face à cette crise. Et ce qui veut dire que quelque part, face à cet imprévisible-là, et une fois de plus, c'est de toute ma vie professionnelle, ça fait 30 ans, c'est probablement le plus fort imprévisible que j'ai eu à gérer. Face à cet imprévisible, bien évidemment, il y a de lourdes conséquences. Alors, je voulais imager ça en vous prenant l'exemple, un exemple que je connais bien, qui est, prenons l'exemple, nous sommes le 17 mars, donc premier jour de confinement, et je suis le patron d'une entreprise qui fait la majorité de mes ventes en restauration à domicile, donc qui fait la majorité de mes ventes avec des clients comme les cafés, les restaurants, les hôtels, les gares, les aéroports, les cantines scolaires ou encore les cantines d'entreprise. Vous imaginez bien qu'avec le confinement, avec la fermeture des cafés, des restaurants, des écoles, des hôtels, avec les aéroports qui se vident, les gares qui se vident, évidemment, tout de suite, dès le début du confinement, chute drastique des ventes. Bien évidemment, une chute de chiffre d'affaires. Je vends des produits alimentaires, donc bien évidemment, comme je baisse mes ventes, mes stocks augmentent. Comme mes stocks augmentent, je dois arrêter les productions. Comme je dois arrêter les productions, j'ai plus besoin de camions puisque j'ai plus besoin de transporter les produits qui vont de mon usine à mon dépôt. Et dans mon dépôt, j'ai mes produits finis, bien évidemment, qui vieillissent. Il y a des DLC, je ne peux plus les vendre, donc les produits finis vieillissent. Et par-dessus ça, évidemment, comme il y a un gel des budgets, j'avais plein de budgets, moi, pour faire des formations, pour acheter des outils, etc. Gel des budgets, bien évidemment. Donc, vous voyez tout de suite les conséquences, les lourdes conséquences que ça peut avoir sur le business. Et ça, je dirais, c'est déjà important, mais j'ai même envie d'accentuer, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les conséquences que cette crise peut avoir dans les entreprises sur les hommes et les équipes, parce que bien évidemment, il y a une perte considérable de repères dans les équipes. Il y a des absents parce que les gens sont malades, parce que les enfants ne peuvent pas à l'école, parce que les gens sont qu'à contact. Il y a plein d'absences, il y a le télétravail qui chamboule tout dans, je dirais, l'organisation du travail. Il y a du chômage qui peut être partiel, il y a du chômage qui peut être total, il peut y avoir des suppressions de postes, et bien évidemment, c'est généralement les CDD qui sont les premiers à qui on demande de partir parce qu'on n'a plus de boulot à leur donner. Et puis, il y a du stress, il y a de l'inquiétude des collaborateurs, et généralement, comme les process sont mis à mal face à ça, il y a des tensions dans les équipes. Il y a de l'isolement dans les équipes. Donc, vous voyez quelque part les conséquences j'allais dire que peut générer, mais je dirais qu'a généré cette crise dans les entreprises et le manager, il est face à ça. Vous imaginez l'ampleur de la tâche face à ça. Et pour ça, euh, le manager, là, je vous ai remis des mots que j'ai utilisés, l'exemplarité, la vision, le leader, le manager. Est-ce que je dois être leader? Est-ce que je dois être manager? Mes objectifs court terme, mes objectifs long terme. Mais j'ai une équipe, je dois décider, je dois réagir, je dois communiquer, les conditions de succès malgré la crise, les interactions que je dois continuer à avoir. Donc, le manager, finalement, il est face à ça. Il est face à cette complexité qui est liée à la crise. Et une fois de plus, je vous rappelle l'image de Boeing, chaque manager
va réagir différemment en fonction de cette crise et en fonction de la situation qu'il a à gérer. Certains vont probablement privilégier l'équipe. Avant tout, c'est l'équipe qui compte. Je dois la protéger. D'autres vont pas favoriser l'équipe, vont favoriser le business, coûte que coûte. Qu'est-ce que je fais de mes stocks? Qu'est-ce que je fais de mes produits finis qui vieillissent? Qu'est-ce que je fais de mes camions? Donc, chaque manager, quelque part, une fois de plus, va avoir une vision différente de la situation et va réagir différemment en tenant compte de ce que je vous ai dit et des quelques mots-clés que je vous ai mis sur ce slide. Et pour finir, pardon, j'en reviens à cette posture qui est pour moi, et s'il y a bien un message que j'aimerais que vous gardiez en tout cas, c'est ce mot posture. Le plus important pour un manager, c'est cette posture qui va faire évoluer en fonction des situations qu'il est amené à gérer. Je vous ai parlé tout à l'heure du manager, du leader, face à différentes situations. Face à la crise, c'est la posture aussi qui va compter. C'est vraiment ça qui va compter, la posture qu'on va prendre. Et pour moi, j'avais envie de vous donner quelques exemples de postures. Alors évidemment, mon animation, je pourrais pas vous en faire bénéficier. Mais globalement, ce que j'ai envie de vous dire, face à la crise, un manager, il y a quelques, je dirais, indispensables face à la crise. C'est déjà garder le cap et faire preuve de sang-froid. Vous imaginez un manager qui arrive le matin paniqué, en pleurant, en montrant ses problèmes, en montrant ses émotions. Vous imaginez ce que ça peut générer au niveau de l'équipe. L'équipe, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de compter sur le manager. Si le manager, il arrive en pleurant, vous imaginez bien l'effet destructeur que ça peut avoir sur l'équipe. Il faut savoir aussi être inventif face à des situations spécifiques. On a des comportements spécifiques. Moi, j'étais encore en relation avec un de mes collègues de chez Pepsi qui, lui, globalement, tous les matins à 9h, de 9h à 9h15, il a un Zoom avec son équipe. Et on s'en fout du reste. On prend des nouvelles, on partage, on discute, on est dans la relation. C'est ça être inventif, c'est sortir quelque chose du chapeau face à une situation extraordinaire. Et ça fait beaucoup de bien. On a partagé, ça fait beaucoup de bien à son équipe. Ce moment d'échange, même s'il est que d'un quart d'heure, ce moment d'échange-là, il est fondamental pour le reste de la journée de l'équipe. C'est être transparent. Fondamental. Être transparent, il faut dire ce qui se passe à son équipe. Quand on n'est pas transparent, il y a de la rumeur qui s'installe et qui vient au détriment de l'état d'esprit de l'équipe. On est dans la merde, et ben on est dans la merde et on dit pourquoi on est dans la merde. Et en situation de crise, les collaborateurs, ils ont besoin d'entendre la réalité de la situation. Il faut montrer l'exemple, bien évidemment. Moi, j'ai eu affaire, je me souviens, alors on n'a pas le temps, je vais pas vous la raconter, mais une pénurie de pommes de terre. C'est-à-dire que on ne savait plus fabriquer les chips. Donc, on ne savait plus livrer nos clients, on avait des taux de service de merde. Et ben, à un moment donné, quelque part, je suis descendu, parce que mon bureau n'était pas au niveau de ceux de mes collaborateurs, je suis descendu dans l'arène et je prenais 2 heures de mon temps à faire le boulot opérationnel de mes collaborateurs qui, évidemment, étaient complètement submergés par les problèmes. C'est pas tant qu'ils avaient besoin d'une petite main pour faire le boulot qu'ils n'avaient pas à faire, c'est qu'ils avaient besoin de se sentir que le patron, il était avec eux. Et ça leur faisait un bien fou. Énergie positive, bien sûr, une fois de plus, on essaye quand même d'être positif, sinon si nous, on n'est pas positif, comment faire pour que les collaborateurs soient positifs? On renforce l'esprit d'équipe. C'est souvent dans la difficulté, difficulté que les équipes se créent. Et quand je dis qu'elles se créent, c'est qu'elles se consolident. Et quelque part, face à des crises, je pense qu'un des bienfaits, justement, c'est le renforcement de cet esprit d'équipe. Maintenir le lien, bien évidemment, toujours le lien le plus important pour que l'équipe soit avec nous, soit engagée malgré les problèmes, il faut maintenir le lien. Bien évidemment, il faut fixer des priorités. Il faut aussi reprendre ce rôle de manager que j'ai évoqué avant face à des crises. Il faut fixer les priorités, il faut guider son équipe. Et puis la dernière chose que j'ai mis en rouge et qui est peut-être le plus important pour moi,
C'est que le manager, alors c'était le but de mon animation, vous voyez la croix sur une cape rouge de super manager. Eh bien, je voulais juste lui dire que un manager n'est pas un super manager. Un manager, et c'est avant tout un homme ou une femme, bien sûr, qui a ses propres difficultés, alors qui a peut-être des responsabilités autres que les collaborateurs, qui est probablement mieux payé que le collaborateur, mais ça reste un homme avant tout. Et l'homme, il doit s'occuper de soi avant tout pour être en mesure de s'occuper des autres. Et j'en reviens à la question de comment faire face à la charge de travail. J'en reviens au fait que moi, quoi qu'il arrive, je ne bossais pas le week-end ou à de très très rares exceptions parce que ça me permettait de prendre soin de moi. Et pour savoir prendre soin des autres, il faut avant tout savoir prendre soin de soi. Et j'en finis là-dessus. Retenez cette image, il n'y a pas de super manager ou celui qui dit qu'il l'est, est un menteur. Il y a juste des hommes ou des femmes qui occupent une fonction de manager. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour tous ces éléments. Alors, il y a encore quelques petites questions qui sont restées sans réponse. Je vais la prendre. Quelle a été la décision la plus compliquée à prendre pour vous en tant que manager? On a aussi eu une question sur le burn-out. Que pourriez-vous donner comme conseil, autre que ceux énumérés, à des étudiants qui aimeraient devenir managers, comme certains d'entre nous par exemple? Voilà pour les principales questions que je vois. Il y a beaucoup, beaucoup de remerciements de la part des étudiants. Merci, merci pour les merci. Alors, la question. Alors, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'entends pas. J'ai Alors, entendu je parler la de refais. burn-out. Alors, oui, Oui. question en lien avec le burn-out. Que pourriez-vous donner comme conseil à des étudiants qui aimeraient devenir managers? Et il y avait une première question aussi. Vous m'avez dit trois. Quelle a été la décision la plus compliquée à prendre pour vous en tant que manager? Parce qu'un manager, il doit être responsable et il a effectivement des décisions compliquées à prendre parfois, souvent. J'ai. Alors ça me touche cette question-là. Elle me touche parce que ça me rappelle quelque chose qui a été pour moi une épreuve et qui me fait vous redire qu'on est avant tout, on est avant tout des hommes et des femmes. J'avais une collaboratrice dont le fils, assez jeune, était hospitalisé pour un problème de santé très très grave. Cette personne-là, évidemment, était complètement investie pour son enfant. Et évidemment, ça se répercutait sur son boulot. Elle était en retard, elle était peu efficace. Enfin, elle était là, mais elle était plus là. Et ça, effectivement, je le comprenais. Euh, le truc, c'est que, bien évidemment, ce qu'elle faisait plus, ce qu'elle faisait mal, évidemment, d'une part, provoquait des problèmes, d'autre part, générait des problèmes sur le reste de son équipe. Et évidemment, son problème d'ordre privé, il n'y avait que moi qui le connaissais. En tout cas, ses collègues ne le connaissaient pas. Et à un moment donné, et ça, malheureusement, la maladie, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Et à un moment donné, j'ai dû prendre une décision. J'ai dû prendre une décision. J'en ai pleuré, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai dû me décider de m'en séparer. Alors évidemment, je l'ai fait avec des mesures d'accompagnement complètement extraordinaires pour le coup. J'ai mouillé la chemise. Mouiller la chemise, ça pourrait être aussi quelque chose qu'on pourrait mettre la posture de manager. J'ai mouillé la chemise pour qu'elle parte dans des conditions quasiment jamais vues. Elle est partie dans de très très bonnes conditions. J'en ai souffert, pour être tout à fait honnête. Je l'ai revu, évidemment, on est resté en contact. Et je l'ai année après, on s'est revus. Son enfant était guéri, donc l'énorme bonne nouvelle. Et elle m'a juste dit merci. Merci de m'avoir viré, parce que
ce que je n'osais pas faire, c'est-à-dire consacrer 100% de mon temps à mon enfant, tu m'as permis de le faire. Et voilà, et voilà. Et elle m'a dit un grand merci. Donc, vous imaginez le truc. Je vire quelqu'un qui a des problématiques font partie problème des problématiques les plus ignobles qu'on peut avoir et qui me remercie à la fin. Donc, voilà une décision que j'ai dû prendre. Une décision que j'ai dû prendre, mais en étant accompagné pour le coup. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, l'interaction avec les ressources humaines notamment. Si j'avais pas eu cet accompagnement-là dans la durée par les ressources humaines, peut-être que ça aurait été un peu plus problématique. Donc voilà pour répondre à cette question. Le je ne sais pas quoi répondre. J'en ai eu. J'ai deux souvenirs de collaborateurs qui ont fait un burn-out. Alors après le burn-out, on place le curseur où on a envie de le placer. Et je trouve que ce mot-là est galvaudé. Parce qu'il y a évidemment 100 niveaux d'épuisement et 100 niveaux de burn-out. J'en ai eu, je pense, un vrai dans mon équipe. Était probablement, je dirais pas qu'il était lié à moi directement, mais je pense, et c'est là aussi que même à 40 ans, on apprend plein de choses, je pense que j'ai demandé des choses à un collaborateur qui n'était pas en mesure de faire. Parce que j'avais l'ambition de le faire évoluer. Je pensais qu'il pouvait les faire. Et j'étais trop exigeant par rapport à lui et il l'a mal vécu. Donc arrêt maladie, je l'ai accompagné, on était souvent au téléphone. Il est revenu, on s'est parlé, j'en reviens une fois de plus à l'importance de l'échange, de la communication et des interactions. On s'est parlé, j'ai compris, et il est reparti dans un poste qui correspondait finalement à ses besoins et à ses attentes. Et j'aurais tendance à dire, c'est reparti comme en 40, quoi. Donc voilà, le burn-out est parfois la conséquence du manager, en tout cas de ce que demande le manager, peut être la conséquence aussi de l'environnement de l'entreprise. Alors, je parle évidemment pas des situations que je considère comme complètement exceptionnelles, qui sont le harcèlement, mais l'environnement de l'entreprise peut changer et peut faire que les gens se sentent en difficulté. Le manager peut être trop exigeant, ou un nouveau manager peut être trop exigeant. Et puis aussi, quelque part, un moment donné aussi, il faut pas mettre tout ça que dans, je dirais, la banette de l'entreprise du manager. C'est à un moment donné aussi le collaborateur qui se met en difficulté et qui peut-être, n'osant pas ou ne voulant pas demander de l'aide, se met encore plus en difficulté. Vous savez, dans les entreprises, il y a un dogme pour le coup que moi je combats. C'est qu'on on doit pas être faible dans une entreprise. Donc, on doit pas avoir d'émotion, on doit pas être faible, on doit être fort dans une entreprise. Eh ben non, moi j'y crois pas un instant. Et c'est ce que aussi je cherchais aussi à faire avec mes collaborateurs, c'est le partage et le partage des émotions et la franchise. Et voilà, moi, il y a ça qui me vient quand on parle de burn-out, ça vient de l'entreprise, ça vient peut-être du manager, mais ça vient aussi de la personne. Et voilà ce que je voulais vous dire sur le burn-out. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je crois qu'on a pris toutes les questions de nos étudiants. J'espère ne pas en avoir oublié. Et merci beaucoup pour cette conférence très claire et très complète. J'espère qu'elle aura été utile à nos étudiants. Alors, certains demandent s'ils peuvent avoir votre mail, Jean-Luc. Donc, je ne sais pas quoi répondre. Je vous laisserai répondre. Et puis, je vous laisserai Non, je vais répondre. J'ai évidemment un profil LinkedIn et j'imagine que vous en avez tous un. Donc, si vous souhaitez, je ne sais pour quelle raison me contacter, je vous invite à le faire sur LinkedIn, c'est plus simple. Et puis, il y a aussi le My Job Glasses dont on a parlé en préambule, qui peut être un autre canal. Et qui peut être alors, un autre canal, mais alors, je suis bloqué à 2 personnes par Oui, mois. My Job Glasses bloque, mais du coup, c'est aussi une incitation et un petit message que j'envoie aux étudiants. My Job Glasses, ça peut être très intéressant pour vous connecter à des professionnels, pour chercher à avoir des informations sur des secteurs d'activité, des métiers. Ce sont des professionnels qui donnent de leur temps pour vous expliquer ce qu'ils font et du coup, vous, ça vous permet aussi de dessiner votre projet professionnel, votre choix de spécialisation. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà, Jean-Luc. Bah, merci beaucoup, Jean-Luc.
Je vous laisserai Bah, le mot écoutez, de la fin. J'en profite juste pour remercier tous les étudiants qui se sont connectés ce soir, leur souhaiter beaucoup de courage dans cette période et leur dire que voilà, PSB est là pour vous. Jean-Luc, je vous laisse le mot alors, de la fin. ouais, non, 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 je regardais mon téléphone, je reçois déjà les notifications LinkedIn. Euh, c'est génial. C'est super génial. Non, non, moi, je voulais juste vous dire que j'ai été ravi de vous transmettre mon expérience. D'une part, d'autre part, j'espère avoir été un peu intéressant. Et puis vraiment, le mot de la fin, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est cherchez pas à copier, soyez le manager que vous avez envie d'être. C'est le plus important. Je pense que l'honnêteté, la sincérité, cette justesse entre votre comportement et qui vous êtes, c'est le plus important. Il n'y a pas de, malgré tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, c'est évidemment des clés, mais soyez le manager que vous avez envie d'être. Et peut-être que le manager que vous avez envie d'être, il trouvera sa place certainement dans une organisation, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment le plus important. C'est le dernier message que j'avais à vous passer. Et puis donc, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant on va dire, ces 7h30. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. À très bientôt.